Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue encore une fois de plus sur nos émissions, ce rendez-vous média avec le président national du nouveau mouvement populaire, homme politique, géopoliticien, géopolitologue, analyste politique. Voilà là quelques casquettes qu'on le reconnaît sur la scène nationale et internationale. Ce soir, nous allons une fois de plus revenir sur les questions qui meublent l'actualité, notamment les mandats d'arrêt émis à l'endroit des dirigeants israéliens, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de deux autres co-modérateurs, et parmi lesquels une charmante dame que je vais passer mon bonsoir. Madame Edjengele, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jules Constant Bouyamousseau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et je profite de l'occasion aussi pour adresser mon bonsoir au président national du nouveau mouvement populaire, le président Bandakani, dont nous sommes à chaque fois émus. C'est un véritable plaisir de vous avoir. Merci Madame Charlotte Edjengele pour ces propos aimables de civilité. Nous allons également introduire notre nouveau co-modérateur, Monsieur Bogde Jacques Filémon. Monsieur Bogde Jacques Filémon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bouyamousso. Une fois de plus, une bienvenue à notre président, notre illustre président qui est en face de nous. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur notre plateforme pour pouvoir étaler toute son expérience politique, géopolitique et beaucoup plus géospirituelle. Pendant que le monde est en train de s'effondrer, un homme a réussi à porter, à incarner les couleurs du renouveau, de ce renouveau donc qui est le nouveau mouvement populaire dont le président Bandakani est l'un des leaders et les pionniers de ce renouveau panafricaniste. Une fois de plus, Monsieur Boyamousso, je vous salue aussi. Je salue tous les téléspectateurs qui sont sur notre plateforme, qui nous écoutent chaque jour que nous avons ces rendez-vous. Merci. Merci Monsieur Bogde Jacques Filémon. Il est toujours important de rappeler l'histoire. Le nouveau mouvement populaire est un parti pionnier du renouveau panafricaniste que nous observons partout dans le monde, en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Monsieur le Président, nous vous disons officiellement bonsoir et bienvenue à cette émission. Donc tout à l'heure, c'était des civilités officieuses. On peut dire. Ben, Il fallait introduire tout cela qui accompagne cette émission. Bien sûr, pourquoi pas. Il faut toujours introduire. Donc, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Vous êtes l'espoir du panafricanisme, vous êtes l'espoir de cette nouvelle humanité qui n'est plus loin, qui est déjà là, mais qui a bâti, qui a été construit sur les ruines du vieux monde. Ben, le vieux monde qui s'effondre, Philémon tout à l'heure l'a signalé, il s'effondre tout en résistant. Mais il faudra rebâtir sur ces ruines. Hein. Ruines éthiques, ruines morales, ruines politiques, ruines économiques, ruines culturelles, etc. C'est à partir de ces ruines-là qu'on va reconstruire. Elles nous serviront de marche-pied. Donc vous êtes l'espoir vivant, cette espérance vivante qui est déjà là, de ce monde qui vient, mais qui est déjà là. Donc vous imaginez toute ma joie de me retrouver devant vous euh, pour coacher l'actualité. Il faut coacher l'actualité. Donc, il y a des coachs en développement humain, il y a toutes sortes de coachs qui ont suivi ici et là, loin de nous de mettre en cause leur nouveau métier, mais nous, empruntant ce mot, nous on coach l'actualité. On coach l'actualité, et à partir de là, nous faisons le présent et nous inventons l'avenir. Voilà. Donc, je suis heureux d'être devant vous, pour qu'ensemble on puisse élever l'édifice. Voilà. Monsieur le Président, revenons donc à la thématique du jour, portant sur les mandats d'arrêt de la CPI à l'endroit des dirigeants israéliens. Nous notons que cela entre dans le cadre du conflit qui oppose la Palestine à l'État israélien et depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Et la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en estimant que dans le cas de cette crise,
des crimes contre l'humanité ont été commis, des crimes de guerre et toutes sortes de violences, et qu'il a poussé, elle, la CPI, à émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas. Il faut également le préciser. Monsieur le Président, quand nous regardons la CPI, nous analysons cette cour au regard des poursuites ou alors des mandats d'arrêt qu'elle a émis ou alors des décisions de justice qu'elle a rendues à travers les affaires passées qu'elle a gérées, notamment le cas Laurent Gbagbo. Nous avons vu les mandats d'arrêt à l'endroit de Omar El-Béchir du Soudan. Nous avons l'impression que la CPI euh, était dans la logique du deux poids, deux mesures. Mais avec cette arrestation, ou alors ces mandats d'arrêt à l'encontre des dirigeants israéliens, nous avons l'impression que la CPI voudrait redorer son blason et, et montrer par là qu'elle n'est pas partiale. Quelle analyse faites-vous de cette situation, de prime abord? D'abord, de manière fondamentale, je pense que faut revenir aux origines de ce machin que vous appelez ces pays-là. Il y a le fameux traité de Rome ou le statut de Rome. Ça a été fait le 17 juillet 1998 et ça entra en vigueur le 1er juillet 2002. Mais ce n'est pas le traité en lui-même qui est... le traité en lui-même n'est que la manifestation d'un mouvement intellectuel, d'un mouvement géopolitique, d'un mouvement politique et même spirituel. Donc, il y a la matérialisation qu'est le traité en lui-même. Mais il est important de revisiter l'écosystème politique, intellectuel, culturel, géopolitique, spirituel, qui conduit, n'est-ce pas, à l'avènement de sa statue de Rome. Et c'est à ce niveau où je pense que les États africains, les Africains, et même les autres parties du monde, de mon point de vue, ont péché historiquement. Parce que le statut de Rome n'est que la matérialisation, d'abord de la conception que l'Occident se fait de la justice, du droit et de la justice internationale. Ces notions-là, que ce soit le droit, que ce soit la justice, et même que ce soit la justice internationale, sont des notions qui signifient un ensemble de choses qui mettent en mouvement un ensemble d'intérêts, des conceptions civilisationnelles, des approches de la vie, n'est-ce pas, etc., qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on parle du droit, ça renvoie à un ensemble de normes, de fonctionnement qu'une société s'est imposé. La justice, lui, elle renvoie à un principe philosophique moral, moral, censé mesurer des comportements individuels à l'aune de valeurs qu'on appelle le bien, la vertu, la morale. Vous avez un comportement moral. Vous faites le bien. Vous êtes vertueux. La justice renvoie à ça. Alors, c'est la dialectique qu'il y a entre, parlons comme ça, la justice, le droit. Cette dialectique existentielle, parce que c'est la vie des hommes en société, leur contentieux, leurs conflits, qui mettent, n'est-ce pas, en situation l'idée de la justice, la règle de droit. Donc, il y a une dialectique, n'est-ce pas, qui va déboucher ce qu'on appelle les juridictions, c'est-à-dire des tribunaux, des instances où on s'assoit, que l'on soit magistrat, qu'on soit juge, on s'assoit et on dit le droit. Et on va dire, on dit le droit, on tranche les litiges,
on dit on rend justice. Donc, ces notions-là sont inséparables de grandes idées que les sociétés se font, de ce qui est permis, de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé, de ce qui est inacceptable. C'est la grande idée de la justice, du droit est inséparable des principes civilisationnels qui non seulement engendrent les sociétés, mais aussi leurs États et donc leur système de juridiction, leur système judiciaire. Vous voyez très bien que ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, quand on dit statut de Rome, okay, on nous présente un traité. Mais ce traité ne tombe pas du ciel. C'est pas un ange qui est venu à déposer un traité sur terre. Il faut interroger, je répète, les grands acteurs, le mouvement international qui met la question, n'est-ce pas, d'une cour pénale internationale sur la table. Mais ce mouvement-là, il est quoi? C'est un mouvement de domination de l'Occident sous toutes ses formes, hein, sur la vie mondiale. C'est un mouvement qui vise à faire passer la nature de la domination occidentale d'un niveau à un niveau supérieur. Les États africains ne sont pas concernés, ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. En Amérique latine, on ne sait même pas, puisque ces États-là subissent la domination occidentale dans toute sa violence. Pendant qu'ils la subissent, l'Occident a placé, n'est-ce pas, à l'ombre de sa domination, imagine, fabrique, bricole un traité, n'est-ce pas, statut de Rome, n'est-ce pas, qu'on va mettre sur la table et à travers la dictature des guichets financiers, amener les États à le signer. Sinon, si vous ne signez pas ça, vous n'aurez pas droit à ceci, vous n'aurez pas droit au financement, vous courez tel risque et tel risque. Il est important de rappeler ça. Ce traité, de notre point de vue, ne peut pas faire du droit parce que ce n'est pas un droit universel, au sens noble du mot, qu'il a engendré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc cette évaluation, cette évaluation manque beaucoup dans le quand on parle de la CPI. On ne veut même pas qu'on mette ça sur la table. Un traité aurait sujet à Rome, comme ça, et des bons hommes, des gens très bons, pas qui se soucient de l'humanité, ont servi un traité indépassable qu'il ne faut même plus interroger quant à ses bases, quant aux conditions de son avènement. Et du coup, on doit tous applaudir, on doit se réjouir parce que, dit-on, des États ont signé. Et c'est devenu un patrimoine juridique de l'humanité. Le NMP s'élève contre ça. Les panafricanistes, les vrais, ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Après depuis 15 ans, un des axes majeurs de notre combat, c'est la destruction de ce qu'on appelle justice internationale. Je dis bien destruction. Nous n'avons jamais accepté ça. Nous ne l'accepterons pas. Pour des raisons que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas un droit, je dis bien, ce n'est pas le droit, puisque vous avez dit que le droit, n'est-ce pas, ça désigne l'ensemble des règles, n'est-ce pas, qui font fonctionner une société, le droit objectif. Donc, pour que ce traité de notre point de vue ait du sens, historiquement parlant, dans le sens de la justice, hein, la grande idée de la vertu, de la morale, de la pratique du bien, de la justice, hein, notion transcendante qui nous ramène directement à la notion, à Dieu, au domaine divin. Au domaine divin qui, quand on le rapporte à la justice, on renvoie à la perfection, à ce qui est saint, sans tâche. Alors, quand on amène ça à la justice, vous imaginez donc le niveau d'exigence, n'est-ce pas, qui est sur la table quand on parle de la justice, mais surtout d'une justice internationale, à laquelle tous les États sont censés se soumettre. Nous disons que les conditions qui doivent être réunies pour l'avènement d'un véritable traité universel n'ont pas été réunies à l'avènement du statut de Rome. Donc nous disons que c'est un droit universel et engendrer le traité. Mais pourtant, une fois le traité mis en place,
On nous a parlé d'une juridiction internationale. Donc, il y a ce problème-là. Ça, c'est ce qui fait de la CPI de la Cour de Rome. Moi, je continue à dire, c'est un petit bâtard. C'est un bâtard. Moi, je trouve que cette Cour, elle est bâtarde, elle est illégitime. Elle est illégitime et elle n'est pas en mesure de rendre une justice internationale. Elle n'est pas, ça se voit. Ça s'est vu sur tous les procès, tous les verdicts qu'elle a rendus. C'était tout sauf de la justice. C'était le droit du plus fort. C'est le bureau d'un procureur, qui lui-même a des pouvoirs quasi dictatoriaux. N'est-ce pas? En tant que procureur, le mot a un sens. Un procureur suppose qu'il y a un parquet. Un procureur, ça suppose qu'il y ait de la chancellerie. Point de vue du Cameroun, sur le Cameroun, il y a la chancellerie, le parquet, pour défendre les intérêts de l'État, les intérêts publics. Hein? On appelle ça le ministère public. Je dis bien un procureur, ça suppose ça. Mais alors, lui, celui-ci là, quel est l'État qui est derrière lui? Le procureur de ce pays, il agit au nom de qui? Vous allez comprendre très bien. Et là, ça devient intéressant. Hein? Au nom de la communauté internationale. Hein? La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté. Là, notion floue. Que veut dire communauté internationale? Hein? Vous décortiquez ça. Voilà. On vous le dit, c'était le Rome, c'est un des premiers articles. Hein? Vous décortiquez ça, vous comprenez qu'on a déjà fait une grande escroquerie. C'est quoi l'ensemble de la communauté internationale? Mais nous savons ce que c'est que la communauté internationale. C'est un groupe de bandits, d'États criminels. C'est un groupe de prédateurs. Alors, quand on parle de banditisme, quand on parle de prédation, je vous rappelle que c'est la négation du droit. Donc, l'idée même, là, je demande aux gens d'aller lire, hein, il faut aller lire la charte, là, le traité, vous allez voir ce que ça vous dit. On vous dit que la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? C'est qui? Je voudrais faire un rapport, je voudrais mettre ça en rapport avec les Nations Unies. Alors, les Nations Unies sont ce qu'il y a de plus imparfait sur Terre, mais au moins des États se reconnaissent à travers l'ONU et disent que quand oui, elle est ce qu'elle est, mais nous la reconnaissons comme institution. Moi, je vous demande, la communauté internationale siège où? Quand l'ONU siège, l'ONU a un siège là-bas, c'est à New York, n'est-ce pas? C'est aux États-Unis. Et quand il y a réunion de l'ONU, vous voyez, tous les présidents du monde vont à l'ONU. Ça s'appelle l'Assemblée générale. Les présidents du monde, ils vont à l'ONU. On les voit parler. Se succèdent à la tribune. Hein? La secrétaire générale de l'ONU qui est là. Et c'est là. Et c'est le modérateur. On voit les... Vous pouvez passer toujours les uns des autres. Moi, je vous pose une question. La communauté internationale, c'est où? Ça ne siège nulle part. Ça siège la nuit. C'est un groupe de petits copains, de petits amis, qui font des réunions auxquelles personne n'est invité, et qui décident à la place de l'humanité et à la place des Nations Unies. Personne ne connaît la communauté internationale, sauf dans ces manifestations. Il y a une guerre ici pour aller envahir un pays, communauté internationale. Là, vous allez la voir. Il y avait un mandat de l'ONU. Et ce mandat est violé. Communauté internationale. On voit quoi? On dépaisse la Yougoslavie. Serbie, Kosovo, etc. Parce que les Américains veulent une base militaire là-bas. Et Kosovo est un quartier militaire. Et maintenant, on va envahir l'Irak. C'est le Colin Powell qui sort avec une espèce de bougie bizarre là, à l'ONU. Non.
Ça, c'est une arme atomique, chimique, par laquelle Saddam Hussein va détruire sa population. Et un matin, l'Irak est envahi. Alors là, on voit la communauté internationale. Un matin, on nous dit vraiment, Kadhafi, c'est un homme dangereux pour l'humanité. Kadhafi est dangereux pour l'humanité. Si on le laisse vivre, le monde va s'effondrer parce que ce type-là est dangereux. Un matin, on débarque avec un mandat, soi-disant, de l'ONU. Et la Libye est détruite. Kadhafi est assassiné. Je peux vous citer, on peut vous citer plusieurs exemples comme ça. C'est la communauté internationale qui a esclavagisé l'homme noir, pour ne parler que de l'homme noir. C'est la communauté internationale qui a colonisé. La communauté internationale qui a néocolonisé. C'est la communauté internationale qui a génocidé les Indiens. C'est la communauté internationale qui a imposé l'apartheid à l'Afrique du Sud, etc. Et c'est la communauté internationale qui bénit Netanyahou et lui donne l'option d'aller faire tout ce qu'il a fait et continuer à faire à Gaza, au Liban et en Cisjordanie. Alors, et on vous dit ici que la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Alors, si on parle du principe, par exemple, de la structure, je le dis, de nos États, des États africains, si on prend l'exemple, au Cameroun, vous avez le parquet, c'est la chancellerie, hein, vous avez le procureur, monsieur le procureur qui est là, qui a dit que, il faut le ministère public, et vous avez les magistrats assis, un ensemble de juges, n'est-ce pas? Vous avez la Cour suprême. Mais moi, on sait une chose. Tout ça, ça se passe, c'est un État qui incarne tout ça. C'est un État qui justifie et prouve tout ça. Mais moi, je vous dis, on vous dit, CPI, il y a un traité, on vous dit bureau du procureur. Mais il faut le ministère public de qui? Du monde entier? Ça n'a pas de sens. Je viens vous expliquer dans quelles conditions la CPI, ce traité de Rome est advenu. Il faut le ministère public de qui? C'est quoi? Moi, je ne vais pas revenir sur l'organisation de la CPI, comment ça fonctionne. Le procès Babo a instruit le monde entier de ce que ça valait. Donc, il faut rappeler tout ce préalable-là pour régler un contentieux originel qui est au cœur de l'avènement de la CPI et qui est un contentieux qu'on peut balayer comme ça. Parce que la CPI, de temps en temps, va gesticuler et tout. On m'avait demandé ce que je pensais de ce qui s'est passé avec Netanyahou. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dorer leur blason? Mais on est dans la communication stratégique de l'institution. La CPI est en train de faire dans la communication pure et simple. Justement que ses parrains font tout pour que cette institution retrouve, n'est-ce pas, son blason. Mais vous avez en face de vous un des acteurs majeurs de la liquidation de la CPI, de sa destruction. Ne comptez pas sur moi pour lui faciliter la moindre tâche qui puisse l'aider à redorer son blason. Nous pensons que son blason ne doit jamais être doré. Nous allons continuer à nous battre pour ça. Même si on se réjouit qu'enfin, Netanyahou soit présenté au monde entier comme il est. C'est-à-dire un criminel, un monstre. Mais une fois de plus, ce n'est pas en arrêtant Netanyahou que la CPI va redorer son blason. D'abord, il faut déjà l'arrêter. Moi, j'attends. Vraiment. On va voir. Je ne pense pas qu'il puisse être arrêté un jour. Donc, mais surtout, vous voulez que moi, la CPI manipule tord les dynamiques internationales. Ce n'est pas Netanyahou qu'il faut arrêter. Ce n'est pas lui qu'il faut arrêter. Du moins, ce n'est pas lui seul et son criminel, le ministre de la Défense. Pas? Ce n'est pas en les arrêtant qu'on fait justice dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc là encore, on est dans la pure gesticulation, même si je vous dis, je me réjouis énormément, je l'avais annoncé d'ailleurs, n'est-ce pas, du fait qu'au monde entier, il y a une défaite morale extraordinaire, un discrédit qui frappe l'État d'Israël, qui frappe en même temps, n'est-ce pas, ce criminel, ce voyou qu'on appelle Netanyahou, et son triste ministre de la Défense. Ex-ministre de la Défense. Oui, Président, vous avez soulevé un point très important.
lorsque vous avez dit que la compétence de la Cour est limitée aux crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Et dans votre speech, vous avez démontré que cette communauté internationale, c'est comment je peux dire ça? On peut la considérer comme un lobby impérialiste et mondialiste. Un lobby de type mondial. Pourquoi pas? Voilà, d'accord. Mais maintenant, la question fondamentale que nous posons, étant donné que nous sommes sur un terrain qui touche réellement les humains, plus précisément en Palestine, étant donné que vous avez déjà démontré que cette communauté internationale est une lubie pour les États qui ont cru au traité de Rome, comment les Palestiniens peuvent, en l'état, se défendre face à cette déferlante vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la communauté internationale, vu que ces puissances sont muettes. À l'instar de la Russie, c'est vrai que la Russie la Russie n'a pas pondu un communiqué en allant dans le sens de condamner ce mandat d'arrêt, vu que la Russie a été aussi victime d'un mandat d'arrêt à l'égard de son président Vladimir Poutine. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu. Et vous avez dénoncé ça sur les plateaux que cette communauté internationale ne peut pas agir. Parce que celui qui l'a fabriqué, c'est toujours Israël. Et c'est cette communauté internationale. Comment la Palestine, en l'état, peut réagir? Mais en faisant ce qu'ils font, la résistance, le combat. Mais moi, je n'ai jamais condamné le Hamas. Hein. Je rappelle ça, il faut que je rappelle ça de manière solennelle. Je n'ai jamais condamné le Hamas. Il y a eu une déferlante internationale venant de la communauté mondiale pour faire pression sur les gens pour que, à chaque fois que vous voulez condamner Israël, il faut d'abord condamner le Hamas, mettre les mettre sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de cause palestinienne, il n'y a que du terrorisme, etc. Toute la pression qui a frappé le monde entier pour qu'on... Moi, je n'ai jamais condamné le Hamas et moi, je ne le condamnerai pas. Je ne condamne pas le Hamas. Alors, j'arrive. Ne pas condamner le Hamas ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font. Hein. C'est pas la même chose. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux. Mais je ne condamne pas le Hamas parce que je refuse la pression du lobby, n'est-ce pas, sioniste, n'est-ce pas, qui est en réalité le masque de la communauté internationale, visant à imposer aux gens, en annulant notre capacité à réfléchir et à raisonner, de d'abord condamner le Hamas. Nous savons aujourd'hui que tout ce qui ont condamné le Hamas se sont fait avoir, parce que qui connaît la vérité sur cette affaire? Maintenant, on sait très bien que Netanyahou, l'armée d'Israël, était au courant de ce qui se préparait. Ça n'a pas empêché qu'on lève les gardes-frontières, c'est-à-dire que, vous imaginez ça? On lève les gardes-frontières qui étaient censés protéger le chemin par lequel sont passés les supposés terroristes et attaquants, etc. Les liens stratégiques, les liens tactiques qu'il y a entre, d'une part, les éléments, le Hamas en tant qu'organisation, Netanyahou lui-même, etc., dans le cadre de combines, de calculs qu'on fait, etc. Mais tout ça, mais non, nous on ne court pas pour, non, je ne condamne pas le Hamas. Donc les Palestiniens doivent résister. Et ce n'est pas aux oppresseurs d'imposer à l'opprimé les méthodes de résistance. Ça. Alors, moi, je ne suis pas partisan que tous les moyens sont permis et que les fins se justifient par elles-mêmes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas encore démontré jusqu'à présent, sauf contraire, que les moyens utilisés par la résistance palestinienne sont des moyens intolérables et qui vraiment ont porté atteinte vraiment à ce que l'humanité aurait de plus digne. Personne ne m'a prouvé. Il suffit d'aller lire l'histoire de ce conflit, lire les différents moments de la résistance palestinienne. Mais vous pouvez voir que on est dans un monde tellement injuste. Tellement injuste. Donc, les Palestiniens doivent résister. La cause palestinienne doit s'imposer en notre conscience, parce que, ça va vous surprendre, nous sommes tous Palestiniens, même si nous refusons, pour une, deux, trois, quatre raisons, de dire que la cause palestinienne est prioritaire pour nous. Mais je vous dis, c'est une erreur de faire ça. Nous sommes tous Palestiniens parce que ce groupe-là, la communauté internationale, massacre les Palestiniens, mais c'est toute l'humanité qui est désormais dans sa ligne de mire. Donc, nous sommes tous des Palestiniens.
Parce que c'est toute l'humanité qui est désormais dans sa ligne de mire. Et c'est pour ça qu'il va falloir encore bien réfléchir sur ce traité. Parce que c'est quand même extraordinaire. Alors, elle a la compétence pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Alors, on n'a pas le temps ici là pour définir chacun de ces crimes-là, mais on voit au moins son champ de compétences. Alors, écoutez, quand même, ça nous interpelle. Alors, lutter contre le génocide, lutter contre les crimes de guerre, lutter contre les crimes d'agression, contre les crimes contre l'humanité. Mais attends, qui peut s'opposer à ça? Quel homme normal qui ne trouve pas que ces idéaux sont nobles? Oui, il a dit que c'est noble. Indépendamment du contenu qu'on met dans chacun de ces crimes-là, mais il y a une question fondamentale. D'accord? Mais les qui sont en première ligne pour traquer, n'est-ce pas, ces crimes et les prévenir? Les qui? Quels sont les pays et les nations qui sont en première ligne dans, n'est-ce pas, à travers ratification de ce traité par les États? Quelle est la communauté qui est en première ligne pour que, soi-disant, ces crimes-ci soient prévenus? C'est la communauté internationale. Elle a battu le record mondial depuis que l'histoire existe en matière de génocide. Je répète, la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union européenne, l'Allemagne, etc. C'est ça la communauté internationale. Voilà la communauté internationale. Ce cartel a battu les records mondiaux depuis que l'histoire de l'humanité existe en termes de crimes de génocide, en termes de crimes contre l'humanité, en termes de crimes de guerre et en termes de crimes d'agression. La question est celle-ci. Est-ce par un sursaut spirituel, moral, qu'elle découvre que non? C'est très mauvais ce qu'on a fait. C'est mauvais. Et que désormais, notre conscience des intérêts de l'humanité nous oblige de tout faire pour que ce qu'on a fait là ne se répète plus. Est-ce un sursaut? C'est pas un sursaut. C'est ça qui est inquiétant. C'est pas un sursaut. Nous savons que ce n'est pas un sursaut, puisque aussitôt qu'ils ont signé le traité de guerre, le traité de la CPI, elles ont été, ces nations, membres de la communauté internationale, les premières à les violer. Prenons depuis juillet 2002, regardez les crimes qui ont été commis dans le monde par la communauté internationale. Donc, il n'y a pas de tout, vous voyez très bien que c'est une question fondamentale. Est-ce que les gens qui sont les spécialistes du génocide, des crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité, peuvent se lever un matin et dire, nous allons mettre fin à ces choses-là, nous avons créé un tribunal international, n'est-ce pas, pour arrêter ça. Vous avez applaudi. Les juristes ont applaudi, c'est leur habitude. Parce que chaque juriste rêve de finir sa carrière dans une grande institution mondiale qui va l'élever au firmament, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les carrières juridiques, etc. Alors, on a dansé et tout, mais on a réfléchi. Est-ce qu'il est possible que la communauté internationale cesse de génocider? Est-ce qu'il est possible que la communauté internationale cesse les crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il est possible que la communauté internationale cesse les crimes de guerre? Est-ce qu'il est possible que la communauté internationale cesse les crimes d'agression? Non. Non. Mais donc, si c'est le cas, si on n'a pas affaire à un sursaut, à quoi avons-nous affaire? Mais la réponse est simple, à un instrument géopolitique. Un instrument géopolitique. Le président, Oui. ça me pousse à vous poser la question de savoir, ça veut dire que sur cette terre, il y a deux, si je peux, de manière schématique, on peut dire ça comme ça, il y aura en face la communauté internationale et il y aura de l'autre côté la communauté dite humaine. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez donc en face de vous un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité, une des plus grandes escroqueries morales, intellectuelles que l'humanité a connue. En fait, c'est le crime par excellence. Et le crime par excellence veut lutter contre le crime. Je pense que vous voyez l'enchaînement. Le crime, par excellence et par essence, veut lutter contre les crimes, dans le but de les prévenir. Ça, c'est la bête.
c'est Satan. C'est le satanisme. Ah, c'est le plus grand mensonge qui peut exister. Le crime ne peut pas arrêter le crime. C'est-à-dire, ce qui fait l'essence du crime ne peut pas lutter contre le crime. Si vous êtes essentiellement criminel, on ne peut jamais vous guérir de ça. Mais les gens qui sont en première ligne de cette affaire sont essentiellement criminels. C'est la communauté internationale. Alors, comme moi, je refuse de ne pas croire au miracle, ils se sont dit que bon, il faut quand même croire. Il faut croire. La crédulité ferait partie de notre nature. Ok, d'accord, je suis crédule. Je n'ai pas dit que je pas crédule, mais la crédulité. Cette propension à croire. Ok, moi, je crois qu'il y a un sursaut. Bon, c'est un sursaut. Maintenant, j'examine le sursaut. J'examine la possibilité réelle de ce sursaut-là. Mais je vois qu'il n'y a pas de sursaut. Mais pourquoi alors ils font ça? Pourquoi un criminel peut lutter contre le crime? Pourquoi quelqu'un qui ne peut pas cesser d'être criminel peut lutter contre le crime? C'est une contradiction. Irréconciliable. Éternellement antagoniste. C'est une contradiction. Alors il faut aller traquer les tenants et les aboutissants de cette contradiction. C'est pas compliqué, hein? Tout à l'heure, je vais vous démontrer à quoi ils ne peuvent pas. Et que justement, on a fait une ruse géopolitique. On a créé un instrument géopolitique dans le cadre d'un parachèvement du processus qui nous conduit au stade suprême du mondialisme. On a créé un instrument géopolitique qui devait accélérer l'agenda mondialiste. C'est ça la CPI. Terroriser les dirigeants africains, diaboliser et discréditer tous ceux qui remettent en cause l'ordre mis en place par l'Occident, les diaboliser, les discréditer à partir d'une domination culturelle et mentale, d'une domination, d'une hégémonie intellectuelle que l'Occident exerce sur l'humanité. Hégémonie juridique, parce que tout notre développement, nos organisations judiciaires, notre conception de la justice est aliénée par les conceptions occidentales. Droit romain, droit gréco-romain, common law anglo-saxon, etc. C'est ça qui domine, que ce soit au niveau de la philosophie, que ce soit au niveau des, des systèmes de procédure, hein, pour que ce soit que ces procédures soient pénales, elles soient des procédures même quand soit dans le droit commercial, même dans le droit maritime, etc. Vous voyez que des différentes formes de codification, n'est-ce pas, de ces différents arsenaux juridiques, etc., sont d'essence occidentale. Donc, fort de cette domination mondiale, dans le cadre de la production des normes juridiques, l'Occident est très à l'aise pour inventer un instrument géopolitique, n'est-ce pas, qui va imposer sur la scène internationale pour prévenir tout risque, n'est-ce pas, qui puisse déboucher sur la remise en cause de sa domination. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je me répète, c'est accélérer l'agenda mondialiste. Monsieur le Président, nous voulons nous appesantir maintenant sur les réactions internationales face à ces mandats d'arrêt que la CPI a lancé à l'endroit des dirigeants israéliens. Celle d'un personnage politique des États-Unis, sénateur républicain, Monsieur Lindsey Graham. Il envoyait un message à ceux-là que vous appelez communauté internationale. Il dit ceci: à tout allié, au Canada, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à la France, si vous essayez d'aider la CPI, nous vous sanctionnerons. La deuxième réaction, c'est celle que nous avons vue de la part des autorités françaises, en l'occurrence le Quai d'Orsay, qui faisait état de ce que, malgré que la France est signataire du statut de Rome, elle ne pourrait pas appliquer les décisions ou alors le mandat d'arrêt de la CPI compte tenu de l'immunité dont bénéficient les dirigeants israéliens. Nous avons également la réaction de l'Union européenne qui martèle que la CPI est une cour internationale et ces décisions doivent être appliquées. Comment comprendre ces divisions qu'on observe de plus en plus dans le camp occidental, dans le camp de la communauté internationale, face à cette crise qu'on observe dans la gestion de la justice internationale
notamment la Cour pénale internationale. Donc, c'est expliqué par un ensemble d'évolutions internes et externes qui font qu'on n'a plus le moyen de gérer ces contradictions comme il les gérait avant, ce qu'on appelle la communauté internationale. Le cartel composé par la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Union européenne, etc., n'a plus les moyens de gérer ces contradictions comme elle faisait hier. Donc, ça c'est expliqué par un ensemble d'évolutions internes pour chacun de ces pays. C'est ça l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est ça l'explosion des mouvements d'extrême droite en Europe. C'est ça aussi des partis, des dirigeants, parlons comme ça, anti-système qui émergent dans ces différents pays, pays occidentaux. La lame de fond, c'est la misère extrêmement galopante qui frappe les populations, l'échec de ces économies-là, la mort de ce qu'on appelle la justice sociale dans ces pays-là, tout ça, mais surtout le radicalisme d'un faux progressisme satanique, soi-disant un nouveau libéralisme qui est basé sur les processus de transidentité. Tout ce qu'il y a des gens comme des Riverwalk, etc. Donc on a un point où ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à gérer leurs contradictions. Ça se traduit par un affaiblissement de leur puissance. C'est-à-dire, cet affaiblissement-là, c'est l'affaiblissement du collectif qu'on appelle, ce que les Russes appellent le collectif occidental, l'Occident collectif. Donc, il y a un affaiblissement irréversible, tendanciel, n'est-ce pas, de ce bloc-là, affaiblissement militaire, affaiblissement économique, n'est-ce pas, euh, euh, la domination est remise en cause par l'émergence de la Chine, l'émergence de la Russie, l'émergence de l'Inde, la résultat émergence qu'on appelle un certain sud global qui a émergé. Mais elle ne peut qu'émerger sous les décombres de la puissance occidentale qui a été dans la situation d'hyper-domination. Ces contradictions sont là. C'est pas compliqué. Et comme toujours, l'empire ne voit jamais sa chute venir. Hein. Les empires ne voient jamais la chute venir. C'est souvent même les empires fêtent beaucoup, jouissent beaucoup quand la chute est à côté. Ils ne voient pas. C'est le cas. C'est le cas. Sinon, la Russie n'aurait pas émergé. La Chine n'aurait pas émergé. D'ailleurs, il y a un certain courant en Europe qui estime que c'est l'Amérique qui a fabriqué la Chine. Ils ont été naïfs. Dès qu'ils ont intégré la Chine à l'OMC, pardon, voilà, on a créé les conditions de l'émergence économique de la Chine. Bon, ça, c'est pour les naïfs. Hein. Ça fait rire. L'émergence de la Chine, certes, il y a eu un deal. Il y a eu un deal pour marginaliser davantage la Russie. On a fait un jeu de chaises musicales. Bon, ok. Tant que la Russie est faible, on peut parler avec, on peut jouer avec la Chine. Voilà, la Russie, c'est fini. Mais ça, c'est ce qu'on dit aux enfants. L'émergence de la Chine coïncide avec l'évolution du capitalisme qui, à un moment donné, avait besoin de l'immense marché chinois pour se maintenir en survie, gérer ses contradictions en tant que statut capitaliste et se projeter dans l'avenir. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à la Chine. Non. C'est-à-dire que c'est la loi même de l'évolution du capitalisme, la recherche du profit, la volonté de concentrer les revenus, etc. Ça fait qu'un gigantesque marché comme le marché chinois était la seule perspective de profit qui s'offrait au capitalisme après un certain niveau d'évolution. Donc, ce qui s'est passé, ben, la cupidité, la soif de s'enrichir les a aveuglés quant à la véritable capacité stratégique du Parti communiste chinois. Ils n'ont pas été en mesure d'anticiper sur la souplesse du Parti communiste chinois. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, le dragon s'était déjà réveillé, maîtrisait les lois de son évolution économique et a imposé la politique sur l'économie. Voilà. Donc, ils n'ont pas été en mesure de voir ça. Donc, ces contradictions-là, c'est la divergence d'intérêts et l'incapacité à, comme je l'ai dit, à gérer avantageusement les contradictions qui ont toujours travaillé le camp de l'Occident, contrairement aux apparences. Monsieur le Président, appesantissons-nous maintenant sur l'État d'Israël en lui-même, ses dirigeants. Nous nous rendons compte que depuis l'avènement de ce conflit avec le Hamas, qui dure depuis près d'1 an déjà, nous voyons que l'État d'Israël n'est plus si fier qu'avant, parce que quand on regarde le nombre de condamnations que nous avons vues sur la scène internationale, des réactions de plus en plus dures à l'égard de cet État, et de plus en plus nous nous rendons compte que
l'État d'Israël ne jouit plus de cette exceptionnalité symbolique au niveau des relations internationales qu'elle bénéficiait avant. Comment comprendre cela? Mais Israël, elle a attrapé par ses propres démons, c'est tout. On a beau masquer ça derrière les rêveries et les mythologies eschatologiques qui font d'Israël le peuple élu. On a beau cacher ça derrière les gesticulations technologiques, nation hack, la nation start-up, des bêtises comme ça. On a beau masquer ça derrière les dômes de fer, qui sanctuarisent le territoire d'Israël. Hein. On a beau masquer ça par la soi-disant réussite économique des Juifs, etc., dans le monde, etc., ben, les démons internes à Israël réapparaissent toujours dans leur puissance, et puis le temps dure, plus la laideur de ces démons brille de mille feux, et voilà, tôt ou tard, la réalité s'impose à tous ceux qui sont fascinés ou bien aliénés par la propagande que d'aucuns appelleront la propagande sioniste. Donc, il n'y a aucune surprise. C'est un État qui est né dans des conditions extrêmes d'injustice. La cause palestinienne est le témoin, c'est le témoin radical de toutes les injustices qu'il y a dans le monde. La Palestine cristallise ces injustices-là. Euh, 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 Israël, l'État israélien est violent, il est brutal, il est sadique, il est cruel. C'est un État cruel. Il est raciste. On le voit dans les modifications constitutionnelles et, et la détermination d'Israël à se présenter comme un État juif, alors qu'il n'a pas que la population juive. Vous dites que vous êtes un État juif alors que votre population est composée de non-juifs, ou bien des gens qui revendiquent d'autres religions. Mais on voit bien qu'on est dans des situations potentiellement génocidaires, des guerres civiles, pour ne pas dire situations d'apartheid. Donc, c'est pas un État normal. C'est pas un État qui, ce qu'on appelle quoi? Le caractère moral d'Israël avant, c'était le fait de toute la propagande, toute la pression qu'il y a eu sur l'humanité, à considérer que la seule souffrance qui est valable sur Terre, c'est la souffrance des Israélites devant Hitler, et que les autres souffrances ne signifient rien. D'ailleurs, les autres souffrances n'ont d'avenir que si elles célèbrent la souffrance d'Israël, et c'est par là qu'elles pourraient connaître une rédemption. Ce type de hiérarchisation des souffrances a fait le lit, n'est-ce pas, de cette aliénation généralisée qui a frappé une bonne part du monde quant à la sacralité soi-disant d'Israël. Mais ceux qui sont informés, ceux qui sont sérieux, n'ont jamais fermé l'œil. Sacrifier les yeux. Donc, il n'a jamais été un État moral, il n'a jamais été tout ce qu'on a voulu nous présenter. Alors, c'est important de rappeler ça, parce que votre rappel est important. Ça nous ramène à la réalité même de ce qu'on appelle justice internationale. Les gens ne prennent pas le temps de bien réfléchir dans cette affaire. Vous le comprenez parce qu'on appelle l'idée de justice internationale. Si vous séparez ça des eschatologies dominantes dans le monde, des visions religieuses qui dominent le monde, qu'on a imposées à la conscience humaine, vous comprenez pas cette affaire-là. C'est-à-dire que les gens vont avoir le monopole de la bénédiction divine. Il n'y a que eux qui sont bénis, d'autres sont maudits. Ça commence là. Ça commence là. À partir du moment où je parle le poids de la bénédiction, c'est pas mauvais. C'est pas le mal, parce que même quand je fais souffrir les gens, je les maltraite, je prépare leur rédemption, je prépare leur résurrection en les maltraitant. C'est-à-dire, plus je maltraite, plus je fais du mal, plus je fais le bien. Plus je suis saint. Mais ça, c'est ce qu'on voit. C'est l'histoire de l'Occident dans ses rapports avec les autres peuples, et en particulier avec l'Afrique. Plus elle a cogné, ils ont cogné sur les Africains, les ont maltraités, plus c'était bien pour l'Afrique. Plus nous étions des gens qui pleurnichent, des victimes éternelles, des adeptes de l'idéologie victimaire. Plus nous étions des feignants. Plus on nous maltraite, plus on est des feignants, plus nous sommes responsables de ce qui nous arrive, etc. Mais ce discours-là, il faut bien l'analyser et le décortiquer. Alors,
Alors, le seul péché qu'il y a sur la terre, c'est le péché d'Hitler contre Israël. Et nous devons payer tout ça à la place d'Hitler. On paye tout ça. En fait, c'est le péché originaire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est ce que Hitler fait aux Juifs. Nous, on paye tout ça. Les Européens créent un problème juif en Europe, mais nous, on paye tout ça. Voilà. Et du coup, il y a un problème sur la terre. Prioriser, prendre en charge, sans d'abord mesurer ça au problème juif, sans d'abord s'assurer que non, ça ne vient pas déclasser, mettre, je ne sais pas, entre parenthèses, le problème, le seul péché de la terre, à savoir le génocide des juifs. Donc il faut bien faire cette chose-là. Alors, c'est ce qu'il y a derrière l'idée de justice internationale. Mais là, écoutez, ce qu'on appelle droit dans le monde, là, c'est quoi? C'est une espèce de fils du judéo-christianisme. Ouvrez vos yeux. Mais c'est quoi le judéo-christianisme qui est en face de nous? Il y a le judéo-christianisme occidental, colonial, esclavagiste, mais qui est incarné par un ensemble de religions que nous connaissons tous. On les juge par leur pratique. C'est ce que le prétendu Dieu des Juifs, du judéo-christianisme, du moins des chrétiens, leur Jésus, je dis bien leur Jésus là, mais il dit de juger, on jugera là-bas, ah c'est vrai? Mais alors, mais toutes ces prétendues religions révélées là, en particulier le christianisme officiel, occidental, colonial, esclavagiste et tout, c'est la matrice fondamentale du droit, de toutes les conventions juridiques, de toutes sortes de codifications, d'espace juridique. Ben, bon, vous ajoutez à ça le gréco-latinisme, avec toutes les évolutions du droit, depuis Solon, en passant par Clisthène, etc. Tous ces gens, même par c'est Cadus, tous ces inventeurs du droit occidental, ben, si on les prend, mais le reste de ça, tout ça va être récupéré par le christianisme et après par le judaïsme. Et même ce qu'on appelle le droit anglo-saxon, tout ça. Mais allez regarder un peu, vous allez voir. Le fond est clair, la matrice, c'est ça. C'est ça. Alors, ben, il faut qu'on se pose des questions fondamentales. L'idée de justice internationale, vous voulez comprendre ça, et que vous séparez ça des eschatologies qui les engendrent, et les expliquent, les justifient, vous n'avez rien compris. Et par rapport à ça, comment Israël se présente-t-il par rapport à d'autres peuples? Comment est-ce que le rapport d'Israël... Non, pour Israël, le droit international, c'est son marchepied. C'est son marchepied. Israël est au-dessus du droit international. Israël est la raison d'être du droit international. Alors, il se passe donc quoi? Il faut bien comprendre ça. Les notions de mal, de crime, de tout ce qu'il y a de mauvais, n'ont plus de sens, tel que les religions antérieures les ont expliquées. Je ne parle même pas de Dieu, le vrai Dieu. Il n'a même plus à dire. Il n'existe pas. C'est le Dieu. Et les notions de mal, de bien, les notions de crime ne sont compréhensibles et explicables qu'à partir du destin d'Israël, de son sort et de ce qu'il a vécu. C'est la position d'Israël, la résolution de l'ONU. Israël pisse dessus comme on dit au quartier. Ben, il s'en fout. Mais pourtant, Israël s'assure que d'autres peuples respectent les résolutions de l'ONU. C'est quand même extraordinaire. Mais Monsieur le Président, est-ce que en le faisant, Israël ne devient pas de fait un allié de plus en plus gênant pour la communauté internationale? Israël peut être un allié gênant. Israël, c'est le totem de la communauté internationale. Le totem. Vous tuez Israël, vous tuez la communauté internationale. La fin d'Israël, c'est la fin de la communauté internationale. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que... Donc, c'est le totem de la communauté internationale. Je tente de vous dire quelque chose. De bien et de mal. Ça a évolué. Regardez. Vous voyez là, aujourd'hui qu'occupe le corpus moral de l'humanité. Et maintenant, le corpus de droit positif dans les États. Vous voyez comment on incorpore l'antisémitisme dans le système juridique de différents États occidentaux. Mais le but, c'est quoi? C'est d'universaliser la lutte contre l'antisémitisme et faire de ça le seul péché
de l'humanité. S'il y a un péché sur la terre, c'est l'antisémitisme. Suivez très bien mon regard. Parce qu'il nous faut déconstruire sérieusement ce que vous appelez le droit international. Écoutez bien, suivez bien mon regard. C'est-à-dire que le droit anglo-saxon, prenez le droit, tout ce qui est mauvais, les normes qui séparent le bien du mal, regardez toutes ces affaires-là. Alors, ça conduit au droit de propriété, ça conduit au droit de l'homme, etc. Je veux dire que bon, tout ça, la photo, ce sont les droits de l'homme. Hein? C'est mon regard, droits de l'homme. Israël viole tout ça. Ça s'arrête devant Israël. C'est-à-dire, c'est Israël qui a la mesure, la fin de tout ça. Je ne parle pas de Gaza. Gaza, c'est récent. Mais c'est toute l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est toute l'histoire de ce qu'Israël fait dans le monde depuis très longtemps. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que tous ces droits-là, c'est-à-dire que la propriété privée, le droit commercial, etc. Désormais, quand tu ne respectes pas ces choses-là, le mal sur terre, ça tourne autour de ces choses-là. Ce n'est plus un péché de désobéir à Dieu, on s'en fout. Dieu, le vrai Dieu n'a plus rien à dire. Pourtant, il est le créateur de la terre. On n'a plus à voir avec les catégories que nous avons apprises. Avoir du point de vue spirituel, ne fais pas autre chose que tu n'as pas vu qu'on te fasse. Ne prends pas le bien d'autrui. Le mal là, c'est-à-dire que ne tue pas ton prochain, n'arrache pas ce qui lui appartient. Il y a des notions que nous avons apprises qui la vie après la mort, parce qu'on se dit que tout ne finit pas ici. Donc il y avait une grande transcendance qui présidait à la compréhension des notions de mal, de bien, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Tout ça a disparu aujourd'hui. Vous êtes un bandit, vous êtes un voleur, un menteur, mais ne soyez pas antisémite, vous êtes un homme bien. Vous êtes un homme bien. Plus loin. Mais vous pouvez être LGBT, transgenre, faire n'importe quoi, violer le principe de la vous n'êtes pas antisémite, vous êtes un homme bien. Tant que vous défendez la cause d'Israël, vous êtes un homme bien. Donc la chose qui rend l'homme fidèle au ciel, un élu de Dieu, c'est de défendre la cause d'Israël. C'est de reprendre à votre compte les catégories de l'Occident. En ce qui concerne le bien, la notion du mal. Je suis en train de vous dire comment est-ce que toutes ces notions-là, on a coupé leur rapport à Dieu. Or, historiquement, et il y a très longtemps, mais c'est Dieu qui produisait un ensemble de principes, de paradigmes, n'est-ce pas, qui nous amenaient à distinguer le bien et le mal. Cette mutation universelle-là, il faut tenir compte de ça, il faut bien voir ce que ça signifie. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que, si vous voyez ce qu'on appelle toutes les compétences de la Cour pénale internationale, si on veut résumer ça, on appelle ça le droit de l'homme. Tout ça, c'est le droit de l'homme. Que ce soit les conventions de Genève. Je pense quand crime contre l'humanité, génocide, etc. Vous voyez très bien que droit de l'homme, de manière essentielle, c'est les droits de l'homme. Alors, pendant que on vous proclame une cour internationale qui est la plus grande révolution du droit au niveau international, mais regardez ce que la communauté internationale fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nie l'homme. Droit de l'homme. Mais on nie l'homme. À partir du moment où il n'y a plus de genre, à partir du moment où il n'y a plus de différence entre les sexes, à partir du moment où la sexualité, n'est-ce pas, il n'y a plus de règles qui organisent la sexualité. Mais l'homme, il est où? De quel homme parle-t-on? Si on passe des droits de l'homme au droit réel du trans-homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'entre-temps, on a tué l'être humain. On a tué l'homme. Mais ce sont les gens, justement, ceux qui font ça, sont ceux qui vont nous préserver des crimes conjugués, mais c'est-à-dire transformer l'être humain, nier le genre, c'était la faire passer l'homme de l'homme à la transformation. C'est le plus grand des génocides, c'est le plus grand crime de guerre, c'est le plus grand crime d'agression, c'est le plus grand crime contre l'humanité. Je répète,
faire passer l'être humain de l'homme tel qu'il est, de l'homme tel que nous l'avons connu, homme qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de genre, etc., détruire les limites et les tabous sexuels que l'humanité s'est donné par la sagesse, par l'histoire, par la culture et par la science, détruire tout ça et nous créer une humanité qui n'a pas de limite dans la sexualité, qui peut manger ses propres déchets, qui peut faire de l'inceste, faire de la pédophilie et trouver que c'est très bien, etc. Mais c'est le stade suprême du crime contre l'humanité, du génocide, du crime de guerre. Et des crimes à qui sont en première ligne pour mettre ça en pratique et en faire la promotion. Qui? Et vous me demandez de respecter le statut de l'homme? Vous me demandez de respecter des bêtises comme ça? Vous savez que c'est un masque pour avancer? C'est le masque de Satan pour avancer, en se déguisant comme étant un ange de lumière, comme dit la parole de la Bible, pour mieux perpétrer ses crimes, jusqu'au jour où il sera rassasié de tout le sang de l'être humain qu'il aura bu. C'est cela la réalité. Vous savez, quand nous avons annoncé que Trump allait revenir au pouvoir, ben, vous savez tout ce que ça m'a coûté, en termes de colibet, etc., de moquerie. Vous voyez par quelle manière il est revenu. Il y a un ensemble de changements dans le monde entier, mais ce ne sont pas les dirigeants qui font ça. Ils sont même tous surpris. Mais tant pis pour ceux des dirigeants. Nous avons annoncé à Afrique Média que ce qui se prépare sera terrible. Et tous ceux qui vont s'y opposer seront balayés. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur Afrique Média, que ce vent, qui n'est pas le vent d'Est, il n'est ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud, il est divin. C'est un vent divin. Les sages de l'humanité l'ont annoncé. Pas d'intelligence. Ça va balayer tous les Pakistans seront balayés. Mais si déjà l'État profond américain est tombé face à Trump, mais attends, il n'y a plus pire sur terre que l'État profond américain. Mais s'ils viennent de perdre aux États-Unis. Ils étaient représentés par un sénile, le sénile universel, Joe Biden. Et on l'a remplacé par une porteuse de talon, qui rit à tout vent, qui rit, mais qui en fait est l'une des plus dangereuses femmes de l'histoire de l'humanité, parce que l'agenda caché qu'elle devait incarner est terrible. 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 Donc, pour approfondir le sujet avec vous, je voulais revenir au fait que d'abord, on va liquider la CPI, point fini. Vous voyez bien que tout ce que Dieu a prouvé qu'il y a une absence de consensus mondial au niveau de la conception d'une justice dite internationale. Il n'y a pas de consensus. L'Occident a dicté sa notion. Voilà. Et elle est caduque. C'est fini là, ça ne marche pas. Puisque eux-mêmes vont s'opposer à ça. Puisqu'on vient de vous dire que personne ne va arrêter Netanyahu. Les dirigeants occidentaux disent qu'on ne va pas l'arrêter. Mais comparez leur discours actuel et leur discours quand il s'agissait de Poutine. Vous pouvez me comparer et faites la part des choses. Quand il s'agissait de Poutine, c'était une chorale. Ça faisait chorus. Mais quand c'est Netanyahu, un criminel, un monstre, une bête sauvage, mais non, on va pas l'arrêter, etc. Mais le débat, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est les démocrates africains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les démocrates africains. Vraiment, ils vont la boire jusqu'à la lit. Ils vont boire la coupe là, ils vont la boire. International, l'Occident démocratique, des choses comme ça. Ils vont la boire. Voilà ça. On va arrêter Poutine, non, tu vas être content. Quand c'est Netanyahou, on le protège. Maintenant, qui protège Netanyahou? Si Netanyahou, c'est un criminel, ceux qui le protègent sont plus criminels que lui. Alors, citons ceux qui le protègent. Monsieur Macron, élu démocratiquement. Olaf Scholz, élu démocratiquement. Trudeau, élu démocratiquement. Biden, élu démocratiquement. Obama, élu démocratiquement. Donald Trump, élu démocratiquement. On va citer, tous ces gens-là sont élus démocratiquement. Mais ils vous disent qu'on n'a pas arrêté quelqu'un qui est en train de faire un génocide, tel que défini par votre prétendu traité de Rome.
Vous voulez qu'on parle encore de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Le vieux monde, il est là, il meurt. Il est laid. Repu du sang de l'humanité qui n'a cessé de boire. Par ces crimes, ces génocides, ces massacres ici et là. Le vieux monde est représenté par l'Occident collectif, dirigé par le Seigneur universel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. L'état de Joe Biden est le reflet parfait de l'Occident collectif. Je répète encore, il a été élu démocratiquement. C'est-à-dire les gens sont allés voter en connaissance de cause, ils ont voté Joe Biden. Mais vous voulez que vous dise quoi? Mais c'est devant vous, non? Mais alors, nous nous tranquilles, hein? Alors, on revient toujours. Alors, à partir de là, nous disons, ce n'est pas Netanyahou. Il ne suffit pas d'arrêter Netanyahou. Vous ne pouvez pas arrêter Netanyahou sans arrêter M. Macron. Le parfait Tintin. Comment on peut arrêter Netanyahou sans arrêter Macron? Comment on peut arrêter Netanyahou sans arrêter Joe Biden? Comment on peut arrêter Netanyahou sans arrêter Ursula von der Leyen, une criminelle? Comment on peut arrêter Netanyahou sans arrêter Trudeau? Qui finance Netanyahou? Qui lui donne les armes? Qui le protège? En plein génocide. Il est en train de génocider. Pas? Il est parrainé par l'Occident collectif. Ils boivent le sang des Palestiniens ensemble. On est à 240 000 morts. Selon leur journal, le Lancet, c'est leur journal, c'est leur journal. Oh, quand un dirigeant africain va tirer sur un pigeon, le monde va s'arrêter. On dit quoi? Tu as tué un pigeon, le monde va s'arrêter. Va à la CPI, on t'envoie à la CPI. Mais vous pensez que le monde n'est pas confié comme ça, c'est fini. C'est fini. Dieu comme ça. Alors, il y a le rapport entre votre disant traité de Rome là et votre fameux CPI. Quel est le rapport que les lié aux puissances? Un droit international peut-il exister alors qu'on a en face le droit divin de puissance? Je répète, un droit international mondial est-il possible alors qu'en face, il y a un droit divin mondial des puissances? Or, ce sont ces puissances-là qui sont censées garantir les réalités du traité de Rome. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous voulez comprendre encore? Vous appelez ça? Nous avons milité, nous militons pour la destruction. Nous sommes contre tout. Il n'y a pas de justice internationale. Les États gèrent leur justice, les peuples qui en ont marre, ils changent leurs États, etc. Il n'y a pas un État qui est supérieur à un autre sur le plan moral. Ça n'existe pas ça. L'État américain ne peut pas être un État supérieur à l'État de Tonga sur le plan moral. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Alors, quand vous lisez le droit international, vous lisez le traité de Rome, vous prenez l'ONU, son fameux Conseil de sécurité, vous prenez le traité de Rome, vous voyez les États garants, vous comprenez ce qu'on a fait. Ce n'est pas du droit. C'est de la barbarie sophistiquée. C'est de la sauvagerie sophistiquée. C'est de l'injustice élevée au niveau d'une justice. On peut continuer. Hein. On va terminer par quelque chose qui est encore extraordinaire. Je pense que ça va vous surprendre. Ce que je pourrais appeler la contradiction fondamentale de la justice. Sa contradiction fondamentale est celle-ci. Qui juge celui qui juge? Qui juge celui qui juge? À partir du moment où on constate que les procureurs de la CPI sont tous des corrompus. Depuis Moreno, partant par cette soi-disant africaine qui était là, Bensouda, Ocampo, à celui qui est là. À partir du moment où tous sont corrompus et que les corrompus jugent les innocents, qui juge les corrompus? Qui juge celui qui juge? Tout le problème de la justice est là. Tant que les décideurs, les juges, ne sont pas soumis à une autre juridiction de type supérieur qui les juge dans leur jugement,
il n'y a pas de droit. Et ce que je vous dis est universel. Il n'y a pas de droit. Écoutez, on peut quitter de la CPI pour venir au Cameroun. Ce que vous dites là, je vous dis que cette contradiction fondamentale de la justice, je parle de la justice en tant que l'idée générale, le concept général, arrivé au Cameroun, tous les magistrats camerounais qui envoient les gens en prison là, qui les jugent. Pourquoi? On fait du juge un petit Dieu. On dit qu'il juge en son âme et con. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Sous le prétexte de l'indépendance de la justice. Dans le vieux de mort sur les gens. Parce que, ben, qui juge? Celui qui juge. Quand on n'a pas réglé cette juridiction supérieure, et c'est la juridiction divine. La juridiction divine. Mais, l'essence du droit là, du droit universellement parlant du droit, c'est la séparation du droit avec Dieu, avec son essence divine. Ça commence là. Ça commence là. Donc, vous voyez très bien que, à tous les niveaux, la CPI, c'est illégitime. Je suis désolé que mon discours soit celui des plus pires réactionnaires américains, tout ça qu'on soit, mais écoutez, moi, il ne faut plus jamais qu'on amène un président africain à la CPI. Tant qu'Obama, criminel, sa tête de criminel, un tueur comme ça, un assassin, tant que Clinton, monsieur, mari et femme, tant que ces gens, les Bush, se baladent librement, tant que David Cameron se balade librement, Boris Johnson, tous ces gens-là sont libres tout tant que les Sarkozy, hein, en France, partout, la Hollande, tant qu'ils se baladent. Des gens vous disent qu'on a créé une guerre exprès. Vous dites que non, on a signé comment on appelle le truc par rapport à l'Ukraine là? Le format de Normandie, et puis de l'accord de Minsk. Non, on a signé ça pour perdre le temps que l'Ukraine a. Ah, ça, on vous dit ça ouvertement. Ouais, pratiquement après 1 million de morts en Ukraine. Les gens sont morts pour rien. Ces gens se baladent dans le monde entier, ils se baladent, mais ils sont les premiers à vous parler du traité de Rome, de la Coupe internationale. On se moque de qui? Tant que Comporé est à Abidjan, tranquille, coulant, ça le tient paisible. On se moque de qui? Il faut arrêter ça. Il n'y a pas le droit. Il faut se battre pour l'avènement d'un véritable droit, se battre pour l'avènement d'une véritable justice. C'est la lutte de tous les peuples. Les peuples doivent se battre. Il faut continuer à éduquer les peuples. Il faut investir. Il faut que Dieu investisse la vie, le vrai Dieu, la vie de toutes les communautés humaines. Que sa crainte, la crainte de Dieu, soit le commencement de la construction du véritable édifice juridique universel qui est censé, n'est-ce pas, une fois que les peuples vont se rencontrer de manière fraternelle, qui est censé jeter les bases, enfin, d'un véritable droit, d'une véritable justice mondiale qui soit digne de ce nom. En attendant, il faut arrêter ça. Que les États qu'il y ait les États de droit nationaux, que la quête des peuples pour la liberté, pour la justice s'intensifie dans les luttes populaires, dans les combats que les peuples mènent. Et puis quand les peuples sont en nombre d'un dirigeant, ils le renversent, etc. Mais cette saleté qu'on appelle ce pays, cette bêtise-là, c'est pour disquer la galerie. C'est un crime de plus. C'est un crime de plus. Donc c'est clair. Donc, il faut que les choses soient claires. Tout à l'heure, je vais vous démontrer que la notion de droit qui vise à élaborer un ensemble de règles censées normer la vie dans la société, censées réguler le comportement de chacun et de tous, on ne peut pas, ça n'a pas de valeur quand on le détache de sa matrice divine. Les peuples ont besoin de redécouvrir les véritables cosmogonies, les téléologies, les ontologies. Il faut découvrir la parole sacrée divine qui, elle seule, organise le cosmos, la vie. Écoutez, les Africains avaient compris ça à l'époque, la Mahat, qui était elle-même la fille de nos plus profondes cosmogonies, de nos idéaux civilisationnels les plus élevés. On devait la Mahat. Donc, c'est ça. Le monde a besoin de ça. On n'aura pas ça avec l'Occident. Ça ne viendra pas de l'Occident.
Ça ne viendra pas de la CPI. Le vrai Dieu, en rencontre avec les humains, ayant tiré l'expérience de l'histoire, ayant appris de l'histoire, créeront les conditions pour l'avènement d'une véritable justice qui fasse honneur à l'espérance qu'incarne l'être humain. Merci, Monsieur le Président, pour ces propos aussi profonds, cette analyse tellement profonde de la situation qui prévaut actuellement avec les mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre des dirigeants israéliens. Vous avez fait le tour, vous avez touché le secteur géopolitique, vous avez touché le droit international, vous avez touché la question des droits de l'homme, vous avez même fait une analyse panafricaniste, le regard que les Africains ont de cette justice, et vous avez terminé avec la question géospirituelle. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous avez encore un dernier mot? Non. On va continuer à se battre pour que la rencontre effective de tous les humains avec la source de leur existence, la source de leur vie. Moi, j'appelle ça le vrai Dieu. Je pense que c'est ça l'événement qui va être l'événement le plus important de notre histoire. Et toute l'histoire, la préhistoire, la proto-histoire, etc., auront préparé, n'est-ce pas, l'humain à cette rencontre-là. Moi, la démarche géospirituelle que vous avez tant mentionnée, pour nous, ça signifie simplement ça. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec des coutumes, des traditions, etc. Non, c'est un rapport réel, c'est débarrassé de tout intermédiaire, c'est un rapport réel, pas, contrairement à ce qu'on dit, rationnel. Rationnel. Hein? C'est pas de la passion, ce n'est pas des rêveries, réelles vraiment, pour que l'homme, n'est-ce pas, se réconcilie avec lui-même et évite tout ce que les mondialistes préparent contre lui. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Rendez-vous pour une nouvelle édition de Rendez-vous Média sur la chaîne YouTube NMP officiel. À bientôt. Je vous en prie.